Bonjour à toutes et à tous, petit message d'introduction inhabituel avant de vous présenter ce nouvel épisode de Jeux en triangle. On a dû enregistrer cet épisode via Zoom, donc à distance, tout simplement parce qu'on n'avait pas le choix sur ce coup-là. Et deuxièmement, on a été victime d'un petit problème technique, ou plutôt d'une grosse erreur d'inattention de notre part, sans vous le cacher. Ce qui fait que, très clairement, le son ne sera pas à la hauteur de ce qu'on vous propose d'habitude. La voix de Geoffrey, vous l'entendrez très clairement. Celle de Maxime et la mienne, vous les entendrez de plus loin. On s'en excuse et on vous demande quand même de continuer, évidemment, à nous mettre des pouces bleus et des commentaires et à partager cet épisode si le cœur vous en dit. Et évidemment, on s'engage à faire bien mieux en termes de qualité pour la prochaine fois. En tout cas, on espère quand même que cet épisode vous plaira. C'est beaucoup d'analyse, de discussion, de réflexion, jusqu'à arriver à la décision finale. Un Brésil, Ronaldinho, Ronaldo. Il y en a pas mal, mais si je dois en sortir un, Mbappé. Du bonhomme, là, c'est pas Zizou. Là, c'est pas Zizou. Là, c'est le truc. Je vais faire le choix du cœur, je dirais Ronny, parce que voilà, il a laissé sur son passage un héritage extraordinaire. Là, peut jouer ici, peut jouer là, c'est la carte. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 27 de Jeux en triangle. Pour ce numéro, on va faire sans le meilleur lyonnais d'entre nous, puisque David est retenu entre Rhône et Saône pour obligation professionnelle. Par contre, on est très content avec Geoffrey d'accueillir Maxime Dupuis, rédacteur en chef adjoint d'Eurosport.fr, qui est notre invité du jour. Salut à tous les deux, messieurs, et puis merci Maxime d'avoir accepté notre invitation. Comment ça va ? Ça va et merci de m'avoir invité, surtout je vous écoute et j'aime beaucoup ce que vous faites, donc ça fait vraiment plaisir d'être ici pour débattre avec vous. Depuis le temps qu'on cherche un trio pour inviter Maxime Dupuis. Voilà. Allez, on se lance dans l'épisode du jour. Après 2 numéros classiques avec 3 joueurs, on revient un peu à du hors-série avec 3 équipes, ou plutôt 3 dynasties. On va parler de formations françaises qui ont marqué notre championnat, voire beaucoup plus. C'est parti pour une discussion autour de l'OM de Bernard Tapie, de l'OL septuple champion de France et du PSG version QSI. Match acheté, corruption dans une affaire de droit TV, non-respect du fair play financier. On se lance donc pour un numéro de zone interdite. C'est parti pour l'échauffement. Allez, sans plus attendre, l'échauffement, et on va faire tout ça par ordre chronologique. Et du coup, c'est toi, Maxime, qui va commencer par nous livrer un souvenir de l'OM de Bernard Tapie. Alors le souvenir que j'ai choisi, c'est pas un souvenir de Ligue 1, enfin de Division 1 à l'époque, oui, parce que je suis vieux et que ça commence à dater. Et je vais parler d'un quart de finale de Coupe des Champions, on l'a appelé encore comme ça. Et c'est vraiment peut-être le moment où on a compris que cet OM-là était très très fort, puisque c'était face à l'AC Milan qui venait de gagner 2 fois la Coupe des Champions, qui a été longtemps le dernier à avoir fait le doublé, puisqu'il a fallu attendre le Real de Zidane en 2017, 2018, etc. 2016, pardon. Et en fait, ce match-là, c'est une référence absolue pendant très longtemps. Le match aller, je ne parle pas du retour qui était un peu plus fou. Le match aller, c'est vraiment une leçon absolue d'un club qui a mis, en face de ses ambitions, les moyens, tout simplement. Une leçon tactique face à Arrigo Sacchi, face à AC Milan, qui était une révolution. Alors, je ne vais pas comparer, ça n'a rien à voir dans le jeu avec Guardiola, mais on va dire que le Sacchi de ce moment-là, c'est un peu une forme de révolution qu'a apporté Guardiola 25 ans après même. Donc il y avait ça, et c'est vraiment un soir où l'OM fait match nul à Milan, où l'OM peut gagner. Il y a un tir pour les anciens se rappelleront d'un tir de Pelé qui roule sur le poteau à très petite vitesse, mais on se dit pendant longtemps ça va rentrer. Ça finit à 1. Mais là, on se dit, waouh, cette équipe, elle a quelque chose, elle est énorme. Et peut-être qu'en effet, cette première Coupe d'Europe que le football français attend depuis 1956, elle est peut-être à portée de main. Elle arrivera, mais paradoxalement, pas avec cette équipe. Alors moi, je vais enchaîner avec l'OL. Et mon souvenir le plus marquant, alors c'est peut-être parce que c'est le plus frais, c'est le dernier titre, en 2008. Moi, je dois avoir 14 ans à peu près à l'époque, donc voilà, comme je viens de le dire, c'est le plus frais dans ma tête. Mais il y a surtout qu'à ce moment-là, Lyon sort de 2-3 titres plutôt faciles, entre guillemets, et que celui-ci, le titre, il se joue à Auxerre, donc multiplex de la dernière journée, déplacement à Auxerre, Benzema qui marque tout de suite au bout de, je crois, 20 ou 30 secondes de jeu, et ensuite Fred et Kallström, je ne sais plus dans quel ordre, qui mettent les 2 autres buts. Ça se termine à 3-1.
Donc très bon souvenir, je me rappelle vraiment exactement d'où j'étais, avec qui j'étais à ce moment-là. Et puis c'est une saison où il y a le doublé avec la Coupe de France, doublé avec Alain Perrin. Et mine de rien, cette finale de Coupe de France, c'était aussi un moment très fort en tant que supporter, en tout cas à vivre. Voilà, tu gagnes contre le PSG avec un but de Govou, ça va en prolongation. Bref, c'est un mois de mai qui avait été particulièrement chargé en émotions, et c'est presque ça qui vient en termes de souvenirs avant même des soirées très très fortes en Ligue des Champions comme Milan 2006 ou les gros résultats contre le Real Madrid par exemple. Bah, pour moi, pour enchaîner sur Paris, pareil que Maxime, finalement, c'est un souvenir de Ligue des Champions que je vais prendre, et c'est un souvenir qui, en fait, pour moi, symbolise bien ce PSG de QSI, et on en parlera plus tard, mais cette espèce d'ascenseur émotionnel permanent. C'est la double confrontation avec le Barça en 2017, parce qu'en fait c'est le chef-d'œuvre. Le match aller est peut-être le match le plus abouti de ce PSG version QSI, au moins en Coupe d'Europe. Un 4-0 d'une propreté incroyable contre le Barça de la MSN. Enfin voilà, c'est vraiment un match d'un très 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 haut niveau de la part de Paris. Pourtant avec peut-être son équipe la plus, je dirais pas la plus faible, mais la plus qui n'a pas vraiment de gros stars. La star de cette époque-là, c'est Cavani finalement. Il y a pas Zlatan, et c'est avant l'arrivée de Neymar et Mbappé. Et il y a cette performance collective exceptionnelle, et qui est suivie 3 semaines plus tard par ce match complètement incroyable à Barcelone, où il y a plein de circonstances qui font que tu arrives à cette situation où tu te fais sortir 6-1. Mais même malgré toutes ces circonstances-là, ça ne doit jamais t'arriver. En fait, c'est très dans l'ADN à la fois du PSG et du PSG de QSI de se retrouver dans cette situation qui ne doit jamais arriver. Et voilà, je trouve que c'est vraiment, à la fois c'est un point de bascule dans l'histoire de ce PSG-là, et c'est vraiment très très symbolique de ce qui lui est arrivé sur les 10 dernières années. Bon, on aura certainement l'occasion de revenir sur d'autres points de bascule de l'histoire très récente du PSG plus tard dans ce numéro. On va passer au match. On va faire un match, mon gars. Un match de chez match, on appelle ça. On se lance donc pour le match par ordre chronologique avec l'OM de Bernard Tapie, une période qui s'étend globalement de 86 à 93. Sur cette période, 5 titres de champion dont un retiré, une Coupe de France et évidemment une Ligue des Champions, la fameuse. Alors moi, ce qui m'a marqué en préparant cet épisode et donc en m'intéressant à l'OM, mes souvenirs seront évidemment bien moins frais que vous, mais c'est la fulgurance de cette histoire Bernard Tapie à l'OM. C'est une histoire intense, une réussite plutôt rapide, et ça se termine de manière aussi brutale que ça a commencé finalement. Et donc voilà, au départ de Bernard Tapie, bon, il y a cette relégation, etc. Mais sur la fin de l'aventure Bernard Tapie à l'OM est un des clubs les plus riches du monde. Au bout de 2-3 saisons, 3e saison de Bernard Tapie à l'OM est champion de France. Quelques saisons plus tard, victoire en Ligue des Champions. Tout ça est allé quand même relativement vite et fort en fait, avant de se terminer de manière aussi un petit peu abrupte. Ouais, c'est allé vite, et c'est une ambition qui démarre en 86. Et il faut bien, c'est intéressant de remettre par rapport à aujourd'hui, parce qu'on en parlera avec le Paris Saint-Germain, avec des moyens financiers qui sont surdimensionnés. L'OM n'avait pas des moyens financiers surdimensionnés, mais l'OM avait des très gros moyens. Et quand Tapie arrive à l'OM en 86, tout de suite, la politique, c'est aussi une politique de star. Alors, Papin, c'est le contre-exemple, parce que Papin c'est pas une star naissante, mais c'est un bon avançant qui semble avoir quelque chose de bien, et qui se développera pas tout de suite comme le grand avançant qu'il est devenu, mais tout de suite, Bernard Tapie, ce qu'il a envie d'aller chercher, c'est Giresse. Il essaye même de convaincre Michel Platini de venir à l'OM, alors que Platini finit sa carrière, il n'a plus envie de jouer. Donc vous voyez, il y a des petits liens, on va dire, avec le PSG d'aujourd'hui, parce que l'OM a des gros moyens. La différence aujourd'hui, en fait, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, c'est que ces gros moyens ne sont pas surdimensionnés par rapport au reste de la troupe, c'est ça en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir une équipe qui est puissante, mais qui en face a des adversaires. Pour preuve, l'OM, comme tu l'as dit, va gagner 5 championnats, mais l'OM ne gagne jamais 15 points d'avance. Alors là, je n'ai pas en mémoire exactement, mais le maximum, c'est 6 points. Voilà, et je pense que jamais avant la 37e journée. Je n'ai pas souvenir d'un titre qui est gagné beaucoup plus tôt. Donc, ça se joue toujours de justesse, entre guillemets. Et à chaque fois, il y aura le PSG quand Canal arrive. Et sinon, c'est Monaco. Sinon, c'est Auxerre, une grande équipe d'Auxerre. Et puis Bordeaux, lors d'une saison 89-90, qui est exceptionnelle, avec une équipe des Girondins qui était formidable. Donc, c'est ça qui est drôle. Et sûrement, on en reparlera, qui a peut-être aidé aussi l'Olympique de Marseille dans sa quête.
Et je rajouterais aussi dans ce que tu disais, c'est qu'il y a donc 4 titres de champion de France, j'enlève le dernier, une Coupe de France dont un doublé, mais il y a aussi très vite, il y a quand même 3 demi-finales de Coupe d'Europe possibles. Donc oui, et comme pour revenir quand même à ta question de base qui était sur non pas la violence de cette ère qui n'était pas fait pour durer, ça correspondait un peu à Bernard Tapie tout simplement. L'entrepreneur qu'il était est arrivé là-dedans en mettant un gros coup de pied dans la fourmilière. Je viens pour gagner la Ligue des Champions, enfin la Coupe d'Europe des clubs champions, alors qu'il n'y avait aucun club hormis Bordeaux qui s'approchait d'une éventualité de finale. Et ben il est arrivé, il s'est donné moyen, il a réussi. Et puis après, j'ai envie de dire, ça pouvait pas vraiment bien se terminer parce que c'est Tapie, parce que c'est Marseille tout simplement. Ouais, c'est vrai que pour aller dans le sens de ce que tu dis, Max, il y a ce côté concurrence en effet très forte. Et on le disait tout à l'heure en préparant, il y a, ça se voit en fait par les résultats des clubs français en Coupe d'Europe. À cette époque-là, c'est vraiment l'âge d'or des clubs français sur la scène européenne. Tu as très souvent des demi-finales, des finales. Monaco, par exemple, qui va en finale de la C2 en 92, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, ouais, il y a vraiment c'est vraiment le football français à son meilleur niveau. Et c'est vrai que c'est bien d'en parler aussi pour les peut-être un peu plus jeunes qui peuvent nous écouter, se dire que c'est un football avant l'arrêt Bosman, c'est un football avec 3 étrangers maximum par club. Donc du coup, c'est un football complètement différent de celui qu'on peut connaître aujourd'hui. Et clairement, le championnat français est un championnat de référence à cette époque-là. Et donc, clairement, la domination de l'OM n'en prend que plus de valeur. Et on parle toujours du coefficient UEFA, sauver la 5e place, etc. Mais il faut savoir qu'à un moment, dans les années 90, la France est 2e. Ouais. Et l'année où Marseille gagne la Ligue des Champions, en 93, donc, en Coupe de l'UEFA, qui est à l'époque la Coupe d'Europe la plus relevée, parce que la Ligue des Champions, c'est seulement le champion, et la Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA, c'est les autres, hormis les vainqueurs de coupe. On a le Paris Saint-Germain qui est en demi-finale, qui passe pas très loin et peut-être à une petite arnaque près d'aller en finale. Et Auxerre qui est aussi dans l'autre demi-finale qui se fait sortir au tir au but. Donc la France aurait pu faire 2 finales la même année. Donc voilà, c'était un championnat puissant. Et pour vous donner un exemple, alors là c'est l'année post-victoire en Ligue des Champions de l'OM. Le Paris Saint-Germain a comme attaquant de pointe Georges Weah, l'AS Monaco a comme attaquant de pointe Jürgen Klinsmann et l'OM a Rudi Völler. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu l'idée de l'attrait du championnat de France à l'époque. Alors ce qui est marrant entre guillemets, c'est que, alors vous m'arrêtez si je me trompe, mais l'OM gagne la Ligue des Champions la saison qui suit le départ de Jean-Pierre Papin, qui vient d'être élu Ballon d'Or en plus. Donc c'est quand même un joli clin d'œil et une ode peut-être à la patience. Voilà, les grands joueurs peuvent passer, peuvent partir, mais au final c'est le projet global qui compte. Et pour changer un petit peu de sujet, Maxime, tu commençais à comparer un petit peu tout à l'heure le projet de l'OM, l'OM de Tapie au PSG actuel. Je trouve qu'il y a un vrai point commun, c'est l'agitation, et tu as commencé d'ailleurs à le dire, l'agitation en coulisses. C'est un club qui était évidemment très très agité, il y a eu plein d'entraîneurs qui se sont succédés. Il y a eu Raymond Goethals, donc qui est l'entraîneur au moment du titre en Ligue des Champions, qui a alterné un petit peu les positions dans le club, peut-être direction sportive, ensuite entraîneur, etc. Il y a eu Franz Beckenbauer, où l'aventure a été relativement courte, mais agitée aussi. Donc c'était très 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 agité en coulisses. Oui, parce qu'en fait, l'homme du doublé s'appelle Gérard Gilly à l'OM. Gérard Gilly, c'est un entraîneur qui n'est pas très connu au moment de son arrivée. Et surtout, il remplace Gérard Banide après 2 ou 3 journées. Donc l'OM fait virer son entraîneur en tout début de championnat qui va remporter. Donc Gilly est un super entraîneur, mais à un moment, Tapie se dit, là, c'est peut-être la seule fois où il a une réflexion un peu QSI. Parce qu'on va être respecté. Donc qu'est-ce qu'il va chercher ? Il va chercher le sélectionneur des champions du monde, Franz Beckenbauer. Or, Franz Beckenbauer, l'OM, sur le banc, je crois que ça va durer 3 mois en gros. Parce que ça se passe pas bien, ça fonctionne pas bien. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Et c'est là le coup de génie de Tapie, c'est d'aller chercher Romain Goethals, le vieux Belge, qui a fait des belles choses en Belgique. Et ce type-là, finalement, c'est un malin. Déjà, tactiquement, je parlais de OM Milan AC de 91, c'est son chef-d'œuvre parce que voilà, il est tout en rondeur, il est malin. On peut croire qu'il est un peu largué, il connaît pas toujours bien le nom de ses joueurs, mais il est très malin. Et ce qui va faire la différence et ce qui correspond bien à l'OM aussi, comme tu l'as dit, c'est que à la fin de la saison 1990-91, donc l'OM est en finale de C1. Ça, c'est un vrai crève-cœur. On en parlera sûrement de la défaite contre l'Étoile Rouge parce que la plus belle équipe de l'OM, elle est évidemment là. C'est pas celle qui va gagner. Il s'en va. Début de saison 91-92. Tomislav Ivić, ça se passe pas bien. Il revient aux affaires.
Il part à la fin de la saison, et 92-93, au début, c'est Jean Fernandez. Ça se passe pas bien, il revient aux affaires. Ça, aujourd'hui, dans le football moderne, c'est impossible. Et quant à l'ode à la patience, c'est exactement ça. Il y a un parallèle qui est intéressant, d'ailleurs. C'est que là, on arrive... il y a 30 ans, jour pour jour, Jean-Pierre Papin annonce qu'il part à l'AC Milan. Jean-Pierre Papin, c'est la star absolue. Comme tu l'as dit, il a gagné le Ballon d'Or en décembre 91. L'OM s'est planté en Ligue des Champions, en Coupe des Champions. Et là, ce qu'on attend de l'année d'après, c'est presque une année de transition. Chris Waddle s'en va, Papin s'en va, et ça me fait penser au Paris Saint-Germain qui va peut-être perdre Kylian Mbappé. Et paradoxalement, l'OM a gagné la Ligue des Champions l'année d'après, parce qu'ils ont construit une équipe, en gros, pour faire simple, les équipes de l'OM à cette époque-là, c'était beaucoup de bouchers, des soutiers derrière, et devant, il y avait du talent, voilà, tout simplement. Et c'est pas la plus belle équipe de l'OM qui a gagné la Ligue des Champions, mais c'était peut-être la plus forte, simplement. Et ça, le PSG, s'il y a un truc dont le PSG devrait s'inspirer aujourd'hui, avec en plus des moyens XXL, c'est évidemment ça. Ouais, et puis on parlait tout à l'heure de cet OM un petit peu agité en coulisses. Il y a aussi un truc, je trouve, qui est intéressant dans cet OM-là, c'est que c'est l'OM d'un vélodrome particulièrement bouillant, c'est l'ancien vélodrome, et ça correspond à l'arrivée du Commando Ultra 84, qui est le premier groupe ultra en France, qui va bientôt avoir 30 ans du coup. Et c'est vrai que pour moi, c'est très marquant dans les images que j'ai des matchs de Coupe d'Europe, même par exemple évidemment du PSG-OM, du OM PSG de 93, mais même celui de 89 avec le but de Sosé. Clairement, j'ai cette image de ce vélodrome complètement incandescent, et je trouve que ça va très bien avec cette équipe où on sentait qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient sur l'émotion, et ce qui va très bien évidemment aussi avec Tapi, avec certains joueurs, par exemple un Basile Boli qui me vient naturellement en tête dans cet état d'esprit-là. Et c'est vrai que je trouvais que cette équipe, en tout cas cette équipe de Marseille, a fait clairement beaucoup pour la mythologie qu'il y a autour de l'OM est un club qui dégage des émotions fortes. Moi, dans ma vie de journaliste, j'ai pas vu un stade en France qui faisait plus de bruit. Voilà. Alors, c'était aussi le nouveau. Et voilà, il y a quelque chose de particulier. Et je parlais du match aller face à l'AC Milan de 1991, donc le quart de finale, qui est un chef-d'œuvre tactique. Au retour, c'est une soirée complètement folle et incandescente. Moi, j'ai l'image de Chris Waddle qui termine la soirée aux urgences parce qu'il a pris des coups toute la soirée. Il ne sait plus où il en est, mais on le sent, il se relève, il va faire un tacle. À un moment, il se relève et il harangue le public. C'est vraiment... c'est ça, c'est une image, c'est haranguer le public, et l'OM jouait vraiment pour le coup à 12 à chaque fois parce qu'il y avait un public qui était complètement dingue. Ça reste ça on le retrouve. Alors évidemment, c'est aussi les résultats qui font que des fois c'est plus ou moins chaud, mais c'est une permanence, et c'est vrai qu'il y a eu cette mythologie-là, elle est aussi née à ce moment-là. Alors pour rester un petit peu dans les comparaisons, on a comparé l'OM et le PSG. Si on parle de Marseille et de Lyon, il y a forcément deux personnages qu'on est obligé de mettre en parallèle, c'est Bernard Tapie et Jean-Michel Aulas. Bernard Tapie, qui est d'ailleurs le premier à avoir donné le nom de Jean-Michel Aulas pour la reprise de l'Olympique Lyonnais. Alors il y a des points communs évidemment, ce côté entrepreneur français, ce côté ambitieux, mais il y a quand même quelque chose qui les sépare, c'est-à-dire que le discours était le même. Je veux m'imposer sur la scène européenne, et ce qui est terrible pour Jean-Michel Aulas, c'est que ce qu'il a toujours voulu faire, en fait, Bernard Tapie l'a fait en quelques saisons. Aulas a installé, on en reparlera plus tard, l'OL dans une certaine régularité en France et en Europe, mais il n'a pas réussi à faire ce que Tapie a fait. C'est d'autant plus remarquable ce qu'a fait Tapie à l'OM. Après, à la décharge de l'As, c'est qu'il arrive dans une... On a parlé tout à l'heure de Bosman, il arrive après Bosman, il n'arrive pas après Bosman lui, et l'ambition de l'OL, elle naît après Bosman. L'OL a des moyens, mais on voit bien que la limite de l'OL à ce moment-là, c'est de racheter... En fait, je pense que c'est le chaînon manquant entre le PSG d'aujourd'hui et l'OL de l'époque. C'est-à-dire que l'OL se renforce en achetant en France, mais n'a pas toujours les moyens d'aller chercher le top niveau à l'étranger. Alors, ils vont chercher Albert, tout ça, et c'est pas toujours des joueurs qui sont à ce moment-là au top. Il a manqué en effet cette consécration européenne. Du coup, la transition est presque toute faite pour passer à l'OL, parce qu'il va falloir qu'on enchaîne, mais on peut difficilement quand même évoquer cet OM sans parler de la fin de l'aventure. Moi, évidemment, j'ai pas vécu ça avec des yeux d'observateur avisés. Comment ça s'est passé? Comment ça a été vécu, cette fin d'aventure brutale, cette relégation? Ça a fait forcément énormément de bruit. Donc on le rappelle, cette affaire de match truqué contre Valenciennes, où on a demandé à des joueurs de lever un peu le pied pour que l'OM arrive en forme pour sa finale. Derrière, c'est exclusion des compétitions européennes, et puis relégation un peu plus tard en Ligue 2.
ça a forcément été une bombe atomique dans le paysage du foot français et européen. Bah oui, parce que déjà c'est champion d'Europe en titre qui a des problèmes. Et c'est vrai que alors, ce match-là à Valenciennes, il arrive 6 jours avant, c'est le 20 mai de 93, 6 jours avant la finale. Qu'est-ce qui passe dans la tête de Bernard Tapie, de Bernès et compagnie? C'est de se dire, on a peur, faut pas qu'il y en ait un qui blesse, etc. Le titre, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, le titre, il n'est pas gagné. La journée d'après, c'est le PSG et la dernière journée, c'est le Toulouse. Qu'est-ce qui passe dans leur tête? Pourquoi ils font ça? Parce que sûrement que voilà, ils veulent s'assurer, ils se disent Valenciennes de toute façon ça va être simple, potentiellement corrompre. On va y aller. Oui, c'est un immense gâchis parce que derrière l'OM est, comme tu l'as dit, exclu des coupes d'Europe. Il y a l'interdiction de jouer la Coupe intercontinentale qui était championnat du monde des clubs, la Super Coupe d'Europe, donc ils perdent tout. Et puis la dégringolade, il y a une année après, un peu entre deux, où ils sont deuxième du championnat derrière le PSG. Et tu apprends qu'en avril, il me semble que c'est une relégation derrière. Et l'OM est empêché de remonter pour des questions financières la première année. Et si l'OM, à ce moment-là, n'est pas dans les 3 premiers de Ligue 2 au moment de la fin de la saison, la première saison Ligue 2, l'OM serait même descendu en national pour une rétrogradation administrative. Donc là, ça aurait été peut-être encore plus dramatique pour Marseille. Ouais, et puis juste un petit dernier mot là-dessus, c'est que mine de rien, chez Tapie, il l'a souvent évoqué, il y a cette bascule de la demi-finale contre Benfica et de la main de Vata. En gros, où il dit j'ai compris maintenant comment ça se passe et comment on gagne une Ligue des Champions, enfin une Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque. Et voilà, il y a cette bascule-là et tu sens que le gars, il est un peu prêt à tout, à être border pour aller au bout de son rêve. Et il sait que, il voit comment ça se passe autour de lui, il fait moi aussi, je vais tenter ma chance, quoi. Bon, on a dit, je dirais l'essentiel, il en resterait beaucoup à dire, mais on va être obligé d'enchaîner sur l'OL. C'est parti donc pour l'OL des années 2001 à 2008. On enchaîne donc avec l'Olympique Lyonnais qui a régné sur le championnat de France entre la saison 2001-2002 et la saison 2007-2008. Alors il y a eu moins d'entraîneurs qu'à l'OM, un peu moins de mouvements. Jacques Santini, Paul Le Guen, Gérard Rouillet, Alain Perrin. Et le premier point sur lequel on va revenir, alors on a commencé à le faire tout à l'heure, c'est évidemment le 7 à la suite. 7 titres de suite dans les 5 grands championnats européens. C'est pas unique, mais presque. Il y a 2 clubs qui ont fait mieux. C'est la Juve avec 9 en Italie et le Bayern qui vient de faire 10 cette saison en Bundesliga. Donc c'est énorme. Saint-Etienne, à titre de comparaison, a fait 4. L'OM a fait 5, officiellement 4. Du coup, le PSG a fait 4. C'est donc cette stabilité qui est représentative de cet OL ultra puissant en France du début des années 2000. Ouais, en fait, presque ce qui se passe avec le PSG de QSI renforce la force de ce qu'a fait justement l'OL, parce que se dire que Paris est en domination quasiment totale sur le championnat, mais on lâche quand même un tous les 3-4 ans à Monaco, à Lille, à Montpellier, du coup ça montre la force de ce que faisait Lyon à l'époque. Il y avait on a beaucoup essayé de comparer depuis tout à l'heure. Je trouve qu'il y a là où il y a un vrai point commun entre Tapie et Aulas, une vraie filiation, c'est en effet sur la stratégie un peu de recrutement, cette idée d'être dans cette logique de, je vais pas dire piller parce que ça serait pas le mot juste, mais d'aller un peu piocher chez les concurrents directs et se renforcer avec des joueurs français qui connaissent bien la Ligue 1. Ça a aussi été, je pense, une des forces de Lyon pour conserver son hégémonie sur le championnat. C'était pas forcément affaiblir l'adversaire, même si ça jouait, mais il y avait ce côté, je prends des joueurs dont je sais qu'ils vont être concernés par le championnat de France, là où Paris, on sait que la Ligue 1, ça peut parfois passer au second plan. Je pense qu'il y avait un vrai attrait là-dessus dans le recrutement de Jean-Michel Aulas. Et en fait, il a eu cette force, aussi un petit peu l'opportunité, en ouvrant la brèche avec Sonny Anderson, qui n'était pas un Brésilien du Brésil, parce que c'était un Brésilien qui était en Europe depuis très longtemps, mais qui avait déjà qui a donné un peu une image positive de l'OL au Brésil. Derrière, il y a eu toute une colonie de Brésiliens venus du championnat local, qui sont arrivés, les Juninho, les Edmilson, les Cassapa, les Chris, les Nilmar, qui ont été le petit grain de folie supplémentaire en plus qu'on ajoutait à ces joueurs un peu du cru de la Ligue 1. Et à côté de ça, il y avait la formation lyonnaise qui était déjà importante à l'époque. On peut citer des Clerc, des Bréchet, des Berthaud, des Ben Arfa, des Benzema, qui ont eu une vraie importance dans ces 7 titres-là. Ouais, et comme tu l'as dit, les 7 titres, c'est presque anachronique, parce que les enchaînements de titres dans les grands championnats, c'est un truc des années 2010 avec des clubs qui ont des moyens surdimensionnés.
l'OL avait des moyens, mais pas surdimensionnés. Alors la petite chance de l'OL, quand même, il faut le dire, c'est que c'est une décennie où l'OM et le Paris Saint-Germain ne sont pas non plus au niveau où ils devraient être. Mais si on prend l'exemple de Lyon, en 2004, il y a aussi Monaco qui a une génération spontanée qui est assez exceptionnelle, avec Deschamps qui va aller en finale de la Ligue des Champions. Et Lyon, quand même, réussit à revenir. Je crois qu'ils ont 10 points de retard après une défaite à Monaco en janvier. Et derrière, ils reviennent quand même. Donc, il y a quand même un savoir-faire. Et ce qui m'a impressionné, je pense que s'il y avait une supériorité à tirer de l'OL par rapport à l'OM de Tapi ou le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est qu'une fois que l'OL a trouvé la recette et que la machine s'est mise en marche, elle devenait implacable. C'est-à-dire que c'était quasiment les mêmes méthodes tout le temps. Et tu l'as dit pour les Brésiliens, c'est Anderson qui arrive. Et puis après, la filière brésilienne, ça marche bien, on continue. Et bon, à un moment, ça a fini par se terminer. Mais quand même, 7 titres de champion de France de suite, il faut se souvenir de ce que c'est. Quand on parle des grands dirigeants, alors aujourd'hui, ça peut faire rire les jeunes. Il est un peu, on va dire, c'est un peu dépassé. Mais le Aulas des années 2000, c'est peut-être et sans doute le plus grand dirigeant de l'histoire du foot français pour moi. Pour revenir un petit peu sur les écarts de points, etc., sur les 7 titres, en fait, il y en a entre guillemets que 3 qui sont où Lyon surnage pendant toute la saison. C'est en gros pendant la grosse période où Lyon se fait éliminer contre le Milan, etc. Ça fait 3 saisons de suite avec 12, 15 et 17 points d'avance. Mais le premier, ils vont le chercher à la dernière journée, évidemment, il est mythique. Contre Lens. Ensuite, il y a un titre avec 1 point d'avance, un titre avec 3 points d'avance. Donc, sur les 3 premiers titres, c'est vraiment ric-rac. Et donc, le titre dont je parlais dans mon souvenir personnel avec 4 points d'avance en 2008. Donc, on est sur une domination qui a été écrasante à un moment, mais qui s'est fait quand même de manière progressive. Et même si on remonte un petit peu plus loin, quand Lyon remonte de division 2, donc là, c'est arrivé, il y a un retour, une découverte de la Coupe d'Europe. Les choses se font petit à petit, mais il y a l'apprentissage, il y a des éliminations douloureuses. Ensuite, le déclencheur, c'était évidemment l'arrivée du groupe Pathé, qui va investir, parce que globalement, c'est quand même toujours une histoire d'argent. C'est peut-être moins flagrant dans ce cas-là, mais on va pas y aller par 4 chemins, c'est toujours une histoire d'argent. Le groupe Pathé arrive, et Sonny Anderson est recruté pour 19 millions d'euros, je crois que c'était un record à l'époque. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'Anderson, c'est la recrue la plus chère de cette époque. Elle est à la base du projet, mais derrière, il n'y aura plus jamais une recrue dans ces 7 titres qui sera aussi chère que Sonny Anderson. Et ça, je trouve ça très intéressant, et ça rejoint ce que vous avez dit sur la stratégie de recrutement et d'aller chercher des noms beaucoup moins ronflants, des noms français qui montent, comme Malouda, comme Abidal, comme, dans une moindre mesure, Réveillère, aller chercher chez les concurrents, Kallström, Bodmer, bref, tous ces joueurs-là, même Messien qui venait de Bastia. Et donc, ça en fait un projet global qui, effectivement, était très cohérent. Et pour revenir à ce que tu disais, quand même, quand Pathé arrive, c'est quand même un coup de tonnerre, parce que les sommes, ça peut paraître dérisoire par rapport à aujourd'hui. Oui, il faut le remettre un petit peu en perspective. On se dit à ce moment-là, là, il y a un nouveau gros qui arrive, et ça y est, c'est Lyon. Ils ont des... Alors, je pense pas, il faudra vérifier, je pense pas qu'ils aient le plus gros budget à ce moment-là, mais n'empêche que là, le coup de pouce est énorme, et là, du coup, on se dit, là, il se passe quelque chose, Lyon va rentrer à la cour des grands. Et c'est aussi pour ça que les gens, c'est toujours le problème quand finalement un club finit par avoir de l'argent, ils se moquaient un petit peu, parce qu'au début, il y a Maribor, il y a des échecs jusqu'à dire, ils vont pas y arriver, ils investissent, mais ils n'y arrivent pas. Mais une fois que c'est parti, quand ils ont mis la clé dans le contact, ils ont passé la première, c'était parti pour 7 ans. Et encore une fois, c'était une réussite assez... Il manque la Coupe d'Europe, il manque quelque chose. Et finalement, leur demi-finale, elle arrive presque trop tard. Elle est à contre-temps. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on regarde, ils arrivent à avoir des très bons joueurs, ils en forment des très grands. C'est presque une équipe qui arrive trop tard. Il faut qu'elle arrive dans les années 90, parce que Benzema, peut-être qu'il reste qu'à 25-26 ans. Et ils sont arrivés à un moment où ils étaient vraiment entre eux deux, qu'il leur manquait un tout petit peu plus pour aller beaucoup plus haut, et c'est là qu'on peut avoir des regrets. Ouais, et puis peut-être justement cette concurrence, là où on disait tout à l'heure que peut-être que la concurrence nationale avait porté l'OM jusqu'à sa victoire en 93. Mais c'est vrai qu'en effet, Lyon tombe dans un championnat qui est un peu plus faible à ce niveau-là. Et je trouve aussi un des échecs d'Aulas, c'est que Lyon, c'est un club qui s'est construit de manière très rationnelle. On l'a dit, depuis la fin des années 80, c'est 87 le rachat. Ça se construit de manière très rationnelle, ça évolue en championnat tranquillement, ça va aller chercher des podiums avant d'aller chercher les titres.
Ça évolue en Coupe d'Europe, il y a quand même un quart de finale de Coupe de l'UEFA en 99, donc déjà il y a déjà des premiers jalons qui sont posés, et c'est un club qui pour moi aurait pu avoir cette étiquette qu'on disait tout à l'heure de Saint-Etienne ou de Marseille, sur le côté club de France, parce que c'est un club qui finalement, à part Saint-Etienne, arrive un peu sans rivalité historique, et finalement c'est un club qui va s'ancrer par la personnalité d'Aulas, par aussi certaines attitudes ou aussi par le fait justement, comme on disait tout à l'heure, d'aller un peu piller chez les clubs concurrents. Et donc du coup, ce que je trouve qui est un peu dommage, c'est que c'est un club qui aurait pu vraiment s'imposer dans la culture populaire française et qui finalement a presque agi comme un repoussoir au fil des années. Finalement, on a l'impression que ça manque d'émotion, quoi. Il y a aussi cette froideur un peu tableau Excel qui fait que les émotions qu'on a pu ressentir avec l'OM ou que certains peuvent ressentir avec Paris, bah du coup avec Lyon, j'ai l'impression qu'il y a toujours une forme de distance, en tout cas par rapport aux résultats de l'OL en Coupe d'Europe par exemple. Il y a une forme de déterminisme géographique aussi, c'est-à-dire que c'est Lyon. Oui. Tu mets peut-être que tu... Alors, est-ce que Lyon, l'OL est transposable à l'OM ? Un modèle comme ça, j'ai un petit doute. Mais voilà, il y a peut-être ce côté... on voit bien entre Lyon et Saint-Etienne, c'est pas pareil. Des fois, c'est caricatural, mais quand même, voilà. Le déterminisme dit quelque chose de cette ville industrielle, sérieuse. Et je pense qu'il y a ça qui ressort aussi avec cette OL-là. Après, je pense que, évidemment, Lyon était vu de manière très différente sur la scène européenne, où il y a cette époque 2005-2006, où vraiment c'est une équipe qui inspire la crainte des plus grands, même du Milan de Carlo Ancelotti. Et forcément, il y a des tournants dans l'histoire d'un club. Évidemment que ce quart de finale contre le Milan AC en 2006 est un tournant énorme. Ça se joue à 2 poteaux qui reviennent dans les pieds d'Inzaghi. Et à cette époque-là, vraiment, cet OL est très impressionnant. Il y a un milieu de terrain de fou, même un trio d'attaque assez dingue. C'est là que ça aurait pu basculer clairement. Et effectivement, tu l'as dit Maxime, la demi-finale, elle arrive derrière, mais Lyon n'est pas aussi armé. Alors, j'ai un doute sur l'année. 2010. 2010. Voilà. Lyon n'arrive pas aussi armé en fait en demi-finale contre le Bayern Munich en 2010 qu'il ne l'aurait été en 2006. C'est ça qui est terrible. Parce qu'en 2006, ça aurait été le Barça qui est vainqueur derrière, mais tu sais pas ce qui peut se passer si tu élimines quand même le Milan AC qui est tenant du titre. Après, la question que je me pose, c'est qu'à un moment, quand ça coince toujours, c'est qu'il manque quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manquait ? C'est vrai que c'est dur parce que sur le terrain, tu l'as dit, milieu de terrain hyper impressionnant. Les années sont passées. Sur le banc, c'était plutôt pas mal. Moi, je pense que, je le répète, c'est peut-être le petit chaînon manquant entre Lyon et le PSG. C'était là qu'il fallait aller pour avoir une équipe qui serait allée au sommet. C'est dommage parce que c'était plus difficile, en effet, post-Harry Bosman. Et quand même, je pense qu'il y avait à ce moment-là, au moins dans les années 2000, aujourd'hui il n'y a plus la place, mais dans les années 2000, il y avait quand même la place. Il y a ce plafond de verre dont on ne sait pas trop à quoi il était lié. Après, il y a aussi, comme on disait tout à l'heure avec Tapi, entre guillemets, on paye pour apprendre. Il y a aussi ce quart contre le PSV avec le fameux penalty sur Nilmar. Voilà, c'est aussi ça, on paye pour apprendre. Les clubs qui sont un petit peu nouveaux sur la grande scène européenne, ils sont un peu bizutés très souvent. Le petit truc de réussite, que ça soit l'arbitre ou les poteaux, ça tourne très rarement dans le bon sens. Et après, on va se dire, c'est la faute à pas de chance, etc. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est forcément quelque chose en plus, un espèce d'ADN qui se crée au fil des années. Et c'est vrai que là où Lyon peut regretter d'avoir laissé passer sa chance, c'est que en effet, là aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de la fin de l'OM, donc il faut aussi parler entre guillemets de la fin de l'ère lyonnaise, même si il n'y a pas eu une fin aussi brutale que ce qui s'est passé avec l'OM de Tapi. Mais il y a quand même un déclin en fait qui depuis 10 ans ne fait que s'empirer, si je puis dire. Et même si au final Lyon a réussi à se maintenir dans le top 5 un petit peu grâce à la faiblesse, on va dire, de la concurrence. Mais là, voilà, on commence à avoir des clubs français qui travaillent un peu mieux autour et on voit de plus en plus les faiblesses de l'institution OL. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a clairement le wagon, on a l'impression qu'en tout cas, il est passé. Et peut-être qu'il repassera un jour. Hein. C'est un club qui reste globalement bien géré et sain financièrement. Donc, déjà, c'est une bonne base. Mais ouais, on a l'impression que voilà, ces années-là ne reviendront peut-être pas à Lyon, quoi. On va pouvoir enchaîner avec le Paris Saint-Germain. Le PSG version QSI, donc depuis 2012. Alors, les entraîneurs de ce PSG-là, Antoine Kombouaré, qui a très vite cédé sa place à Carlo Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Thomas Tuchel, Maurizio Pochettino. Alors, l'OM de Tapi, l'OL ultra dominant, c'est des cycles de 7 ans à peu près.
Là, le PSG, on en est à 10 ans de QSI. Et j'ai l'impression que le bilan est plus difficile à tirer. Il y a eu cette grosse domination sur la scène française sur la majeure partie des saisons, avec les gros trous d'air dont tu as parlé tout à l'heure, Geoffrey, certains explicables, d'autres beaucoup moins, comme celui de la saison dernière. Il y a eu cette sensation, c'est pas cette sensation, c'est ce fait de toucher du doigt le sacre européen avec cette finale de Ligue des Champions contre le Bayern Munich, et à la fois des épisodes qui font vraiment, vraiment tâche dans l'histoire du PSG version QSI. Très dur au final, très dur. Alors peut-être que Geoffrey, tu vas pouvoir le dire, mais est-ce que le projet QSI est une réussite pour l'instant au final, ou quelque chose de très mitigé? En fait, c'est pas une réussite dans le sens où l'objectif fixé dès le départ n'a pas été rempli et qu'on est 11 ans après, en fait. Du coup, en fait, tout est une question d'attente et d'objectifs que tu donnes au public pour te donner un horizon. L'horizon a été clairement fixé de gagner la Ligue des Champions. Tu mets les moyens et tu recrutes les joueurs en conséquence, parce que tu peux pas nier le fait que tu ramènes au moins des noms et que sur le papier, si tu joues à FIFA, c'est une équipe intéressante. Et du coup, forcément, il y a cet échec-là. Après, il y a un niveau de domination nationale au-delà des titres de champion que personne n'a atteint en France et même en Europe, parce que gagner en même temps 6 Coupes de France, parce qu'au final, même si tu as un budget 10 fois supérieur, ça reste des matchs de coupe, ça, c'est sur un match et tout. Gagner 6 Coupes de France en 11 ans et 6 Coupes de la Ligue, bon ça, limite on les compte pas, mais enfin, on en arrive là, quoi. On en arrive à se dire, on laisse un trophée où il faut quand même gagner 4 matchs, mais on laisse limite de côté quand on fait le bilan. Ce niveau de domination-là, pour le coup, il a été jamais égalé, et le seul truc où je peux tempérer un peu sur les titres de champion perdus, c'est que mine de rien, à chaque fois, Paris, en gros, contre Montpellier, ça fait 79 points. Contre Monaco, ça fait 87 points. Et contre Lille, c'est 82 points. Paris passe pas à côté de ces saisons complètement. C'est-à-dire qu'ils se font battre par une équipe qui fait une saison monstrueuse à chaque fois. Enfin, une saison qui est un peu hors du commun pour les standards de ces équipes-là. Donc du coup, au niveau national, c'est forcément une réussite, mais en fait, le projet en lui-même, il n'a jamais tenu compte en fait de ce qui se passe en Ligue 1, en Coupe de France. Chaque saison n'est jugée que par le prisme de la Ligue des Champions. Donc à partir de là, c'est un échec. Alors là, ça va être le moment vieux con là, que j'assume. En fait, c'est terrible ce que tu dis, et tu as raison. Et c'est terrible de faire ce constat-là, c'est-à-dire qu'un club qui est champion de France quasiment tous les ans vit sur un échec. Alors cette année, elle est paradoxale, et c'est presque l'absurde. C'est un club qui est champion de France largement, mais qui joue mal. Et en face, il n'y a personne, parce que le PSG est largement au-dessus. Et ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que le foot est devenu un truc, on parlait de Marseille tout à l'heure ou de Lyon, où tu ne peux pas te satisfaire d'être champion de France. Et c'est la rançon de la gloire du PSG, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient avec des moyens XXL, il faut avoir des résultats XXL. Et c'est terrible, parce que on ne voit plus que le prisme de la Ligue des Champions. Et moi, j'avoue que ça me fait suer, parce que c'est le pain quotidien, ça reste la Ligue 1. Je n'échangerai pas des duels des PSG-OM, des OL-OM, des PSG-OL contre des matchs de Ligue des Champions toutes les semaines. Et c'est assez terrible. Ce qui est terrible aussi, le PSG est arrivé en faisant les choses bien en plus, je trouve, QSI. C'est-à-dire qu'il y a une construction régulière. Comboiré, il y a peut-être des manières de faire, mais n'empêche que passer de Comboiré à Ancelotti, c'était pas délirant. Aller chercher des joueurs comme Verratti, aller chercher des joueurs comme Pastore, ça ressemblait à un recrutement intelligent, pensé. Réussir à ramener Zlatan, c'était très fort. Moi, honnêtement, à l'époque, je me souviens, je crois que c'est l'année de l'Euro 2012, j'étais à l'Euro avec un confrère, je disais, non, mais Zlatan, il viendra jamais en France, parce qu'il va se chercher en Ligue 1. Le résultat, j'ai eu raison, tu vois, voilà, il est venu, et je me suis rendu compte que l'attrait du PSG était bien plus important que celui de la Ligue 1. Thiago Silva, tout ça, donc il y a une construction, on pense ce qu'on veut, mais il y a une construction qui ressemble à quelque chose de logique. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que en fait, ce qui est terrible pour le PSG, c'est qu'il a presque, à mes yeux, trop d'argent. Il faudrait qu'ils en aient moins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont du pétrole, il n'y a pas besoin d'avoir des idées. Et j'ai l'impression que c'est une partie de football manager géante où on va chercher tel joueur, parce qu'il s'appelle Sergio Ramos, parce qu'il s'appelle Messi, parce qu'il s'appelle un tel. La différence aussi, et je refais le lien avec ce que je disais au tout début avec l'Olympique de Marseille, c'est qu'à un moment, il faut avoir parfois un peu de patience et construire son équipe, ou avoir le courage de prendre des décisions. 1991, l'attaque de l'Olympique de Marseille, c'est Papin Cantona. Papin Cantona, c'est pas n'importe quoi, c'est l'attaque de l'équipe de France. Or, Gothald, c'est un moment
Cantona se blesse et il se dit Cantona, il y a un truc qui va pas, c'est pas bon. Et ben, Goethals, il a le courage de mettre un joueur comme Eric Cantona sur le banc. Voilà. Mettre Eric Cantona sur le banc, ça équivaut à quoi aujourd'hui au PSG ? Peut-être de mettre de côté un Neymar, peut-être de mettre de côté un autre. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut avoir le courage de prendre des décisions comme ça et de se dire que ce qui est clinquant n'est pas forcément ce qui est gagnant. Voilà. Et si le PSG aujourd'hui veut aller plus loin, il va falloir à un moment réfléchir à ça et construire quelque chose qui va au-delà d'une constellation de stars. Et peut-être que l'intersaison qui vient, c'est la bonne chose pour ça. C'est vrai que symboliquement, moi, il y a un truc qui m'a marqué. C'est que je me rappelle très bien au début, à l'arrivée de QSI, Nasser, je ne sais plus exactement à quel moment il avait dit ça, mais Nasser Al-Khelaifi avait dit on cherche à recruter le nouveau Lionel Messi. Et quelques années plus tard, il devait sortir du centre de formation. Oui, voilà. Et quelques années plus tard, tu te retrouves à recruter alors attention, mais le vieux Lionel Messi, celui qui marche un petit peu moins. Et c'est un il marche beaucoup. Ouais, il marche beaucoup, mais qui court un peu moins. Et du coup, je trouve que c'est un terrible constat d'échec dans l'image que tu renvoies. Bon, on a vu à quel point ça a fait parler la méforme, avec de gros guillemets, de Lionel Messi cette saison. Voilà, il y a eu ce début de projet effectivement très cohérent en termes de recrutement. Ensuite, il y a eu des espèces de coups de sang. Tu prends la remontada contre le Barça, tu t'énerves, tu recrutes Neymar, Mbappé l'été qui suit. Et puis, voilà, on a l'impression qu'il tâtonne et que là, effectivement, il y a un été où beaucoup de choses vont devoir être remises en question. Évidemment que l'avenir de Mbappé jouera beaucoup sur les choix faits, mais on sent quand même qu'il n'y a pas eu une vraie linéarité. Et il y a aussi une autre comparaison qui peut faire mal, c'est la comparaison avec Manchester City, parce qu'il y a eu des moyens démesurés aussi, mais avec un projet qui a été assez clair dès le début, avec des joueurs qui n'ont coûté que 80 millions d'euros, à peu près tous le même prix, et tous un groupe globalement homogène, et une équipe qui progresse d'année en année sans véritablement gros trou d'air depuis quelques saisons. Et donc, il y a des comparaisons comme ça qui peuvent faire un petit peu mal si on regarde au global. Et ton patron, il est sur le banc, il s'appelle Guardiola. Et cet été, il y avait 2 clubs qui pouvaient accueillir Lionel Messi. On ne peut pas accuser Pep Guardiola de ne pas aimer Lionel Messi. Pourtant, il n'est pas allé chercher. Voilà. Donc, ça dit aussi quelque chose parce qu'il ne voulait pas sacrifier sa logique collective. Alors après, voilà, c'est pas des smicards, Manchester City, ils ont aussi les moyens, mais l'argent est dépensé différemment. C'est vraiment 2 façons de faire différentes. Et moi, il y a un truc que je voudrais... S'il y a un truc que je regrette aussi, le PSG de cette décennie, alors que ça, au fond, ça n'a pas de sens, c'est les rendez-vous ratés avec la jeunesse parisienne. On regardait la dernière fois dans la rédaction, on avait fait quelque chose sur les jeunes qui étaient partis, notamment ceux qui étaient en équipe de France ou qui étaient à côté, qui étaient partis au Paris Saint-Germain. Et il faut se poser la question suivante, est-ce qu'aujourd'hui, avec un peu plus de patience, le PSG se porterait moins bien avec Mike Maignan dans les buts, avec Rabiot, bon Rabiot c'est peut-être un cas à part, ok, avec Kingsley Coman ou avec Nkunku aujourd'hui? À l'instant T, c'est facile à dire. La réponse est ça marcherait aussi bien, au moins. Mais c'est vrai qu'il faut accepter que ces joueurs grandissent, voilà. Et le PSG, encore une fois, c'est une question de patience, c'est un moment de se dire, un type comme Coman, il n'y a personne qui est aveugle, on voit bien que le joueur, il a quelque chose, voilà. Tu peux te tromper une fois, et quand ça arrive 4-5 fois, parce que tu sacrifies ça, c'est vraiment dommage, parce que ces jeunes-là, en plus, il suffirait à remplir le palmarès national, j'imagine, et peut-être qu'en Coupe d'Europe, ils auraient construit quelque chose, voilà, plutôt que le coup de sang, comme tu l'as dit tout à l'heure, un peu, non pas le coup de sang permanent, mais de se dire, à chaque échec, tout est remis en cause. Là où je tempérerais un tout petit peu sur les jeunes du centre et sur les Titi, c'est que finalement, quand tu regardes les clubs qui gagnent la Ligue des Champions ces derniers temps, tu as très peu de joueurs formés au club. Là, aujourd'hui, à City, par exemple, tu as un Foden qui arrive à s'imposer, mais c'est once in 5 years, quoi, on va dire. Donc c'est bien, mais à Paris, dans l'absolu, il y a Kimpembe, il y en a quand même des joueurs qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et en effet, c'est assez symbolique du manque de patience et de cette envie d'avoir tout de suite. Mais c'est un symptôme aussi du football actuel, en fait. C'est pas très spécifique à Paris pour moi. Par contre, pour moi, la vraie différence entre à la fois ce que vous avez dit sur City et sur Lyon d'Aulas et sur l'OM de Tapi, c'est que le vrai problème de Paris, c'est qu'on ne sait pas qui est le patron. On ne sait pas qui dirige ce club. Nasser Al-Khelaifi est là, mais sans être là complètement au quotidien. Un personnage un peu long comme Jean-Claude Blanc qui a fait des choses exceptionnelles, notamment pour le développement de la marque à l'international, où là, par contre, c'est une vraie réussite du club. Aussi, par exemple, c'est lui qui a beaucoup aidé à remettre
recréer une ambiance au parc et une ambiance pacifiée, même si aujourd'hui il y a des embrouilles, on va dire, entre les supporters et les dirigeants, les joueurs, mais il n'y a pas d'embrouille entre supporters. Déjà, c'est une évolution par rapport à ce qu'on pouvait avoir dans les années 2000. Donc du coup, le vrai problème aujourd'hui, c'est de savoir qui est le capitaine, parce que le début était bien parti, parce qu'il y avait cet attelage Nasser-Leonardo qui marchait bien, avec au début Ancelotti, puis ensuite Blanc, qui a réussi... Blanc, certainement la meilleure équipe, a composé la meilleure équipe du PSG parce qu'il avait un effectif ultra équilibré et qu'il avait une idée de jeu portée par un milieu de terrain, Mota, Verratti, Matuidi, qui a vraiment marché sur la Ligue 1 et qui était très costaud sur la scène européenne aussi. Mais là, en fait, depuis 5 ans, ça part dans tous les sens parce que tu ne sais pas qui prend les décisions. Et là, aujourd'hui, la situation dans laquelle le PSG se retrouve avec Kylian Mbappé, elle est beaucoup liée à ça. Elle est beaucoup liée à ce flou permanent. Et quand on parle de la politique de jeunes, c'est pareil, c'est un flou permanent. Quel projet tu vends à un jeune qui est au centre de formation du PSG aujourd'hui ? Et du coup, bah voilà, t'es dans cette incertitude permanente et on parle d'un club un petit peu adolescent qui fait ses petites crises de temps en temps. Bah voilà, pour moi, c'est vraiment le PSG. C'est un club adolescent qui a jamais réussi à passer à l'âge adulte. C'est ça, tu dis, il faut un moment, un boss, quelqu'un qui est capable de remettre les choses au point avec ses défauts. Encore une fois, on en a parlé au début, Bernard Tapie avait ses défauts, on l'a vu sur la fin, mais il n'empêche qu'à un moment, il faut quelqu'un qui incarne et il y a une vision, parce que Bernard Tapie, pour le coup, comme Jean-Michel Aulas, avait une vraie vision. C'était pas de dire on va gagner la Coupe d'Europe, on va gagner la Coupe d'Europe, mais comment on va le faire ? Et je le répète, regardez le recrutement de l'OM dans les années 90, Alen Bokšík, c'est nobody quand il arrive à l'OM. Il a brillé, ils se font aller, je crois qu'ils le regardent en finale de la Coupe de Yougoslavie pour aller voir l'Étoile de Belgrade en 91 et ils se disent ce type-là est pas mal. Chris Waddle, c'est faire venir un Anglais en France alors qu'à l'époque il ne s'exporte pas du tout. Enfin voilà, on peut multiplier, alors Moser c'est une star, etc. Mais on peut aussi multiplier des stars françaises, des étrangers un peu inconnus. Là le PSG pratiquement, leurs moyens leur offrent cette solution de facilité. Et justement, encore une fois, presque il faudrait qu'il en ait un petit peu moins, qu'il soit obligé de se dire bon, comment on va faire, voilà. Pas seulement de se dire on va le prendre lui parce qu'on peut y aller. Alors peut-être des points un petit peu plus positifs pour terminer, parce qu'on a été un peu plus négatif avec le PSG, on va dire. Premièrement, forcément QSI, la part du PSG QSI dans l'histoire globale du PSG est énorme, c'est-à-dire 8 titres de champion sur 10 ont été conquis depuis l'arrivée de QSI, donc ça on peut pas leur retirer. Et la deuxième chose, alors d'un côté vous avez le PSG qui a complètement tué le championnat de France, mais pas, enfin tué, lui voilà, il a gagné ses titres avec certaines saisons à 31 points d'avance, mais de l'autre je trouve que c'est la dynastie dont le succès a peut-être le plus profité aux autres, c'est-à-dire que grâce au PSG, grâce au rayonnement, alors il y a les deux manières de voir les choses, mais grâce à son rayonnement, grâce à ses stars, tu attires des joueurs que tu ne pouvais pas attirer avant. Là où je trouve, et c'est peut-être beaucoup plus vrai pour l'OL que pour l'OM, la réussite de l'OL n'a pas profité à grand monde de plus qu'à lui-même en fait. Alors encore une fois, là c'est vraiment l'ami vieux con et j'assume complètement, c'est qu'on résume aussi en termes de marque et de dire on crée une société commerciale, on va vendre la Ligue 1, on va vendre le produit. Moi j'avoue que c'est un discours qui m'emmerde aujourd'hui. À l'époque, moi je préférais voir des clubs qui allaient loin en Coupe d'Europe et qui étaient peut-être moins bien organisés. Alors le camp des loges c'était des Adjecos, il n'y avait pas des logos partout, mais n'empêche que ça allait loin aussi en Coupe d'Europe. C'est sympa parce que souvenez-vous comme le PSG qui fait 5 demi-finales de Coupe d'Europe de suite dans les années 90, et ça c'est aussi un accomplissement exceptionnel. Merci Max de le rappeler. Ah mais c'est vrai, non mais il faut le dire. Et puis en plus, comme il jouait pas la Ligue des Champions sauf une fois, c'était en UEFA notamment, plus Coupe des Coupes, et c'était plutôt pas mal. Voilà, non, moi c'est, je sais pas si ça, en fait j'arrive pas à savoir. Moi ce qui m'embête, et encore une fois je le dis, c'est que ce soit le PSG, que ce soit l'OM, que ce soit l'OL, je m'en fous. Je veux juste de la compète. Voilà. Je veux juste que on vibre et qu'on se dise pas, là on est le 27 avril. Je sais pas quand vous écouterez l'émission, et que le championnat est déjà joué, voilà. Et surtout quand il joue dans ces conditions-là, voilà. Moi c'est plus ça qui m'embête. Je pense que ça a profité en effet en termes d'image parce que la marque Paris Saint-Germain, on la marque, voilà. Mais le ruissellement, je pense que le ruissellement paradoxalement économique fonctionnait mieux avec l'Olympique Lyonnais, pardon. On va pouvoir passer au temps additionnel. Additionnel, 3 minutes minimum. 3 minutes de bonheur en plus. Et bien Maxime, je suis l'invité, à toi de nous livrer ton classement en premier sur ces 3 dynasties.
Mon classement il est simple, je mets l'Olympique de Marseille en 1 parce que pour tout ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire qu'en effet il y a moins de titres mais il y a une concurrence accrue, il y a une réussite en Coupe d'Europe avec cette victoire. Voilà, moi je donne beaucoup de valeur en effet à l'environnement d'un championnat et à la réussite européenne, voilà. Et je trouve que le mérite des 4 titres, alors évidemment je sais ce que certains penseront, avec le gros astérique qu'on peut imaginer, qu'on peut très bien définir, même s'il y a un titre qui est retiré. C'est de le faire dans ces conditions-là et face à des adversaires qui étaient très forts, puisque en face, le PSG, pas tout de suite, le PSG est arrivé, il y a eu Monaco, il y a eu Bordeaux, il y a eu Auxerre, donc je trouve que cette dynastie a été marquante pour le football français. Alors, on ne va pas tirer le fil hyper loin, mais ça amène aussi façon de décomplexer le football français, et derrière, il y a un peu de 98 aussi là-dedans. En numéro 2, je mettrais le Paris Saint-Germain. Alors, on en a dit pas que des choses sympas juste avant, mais n'empêche que voilà, il y a quand même 7 finales de Ligue des Champions, il y a une demi-finale, il y a une mainmise sur le football français, et quand même un apport qui est assez, j'ai envie de dire, au moins marquant sur la décennie, et cette décennie lui appartient comme la décennie des années 2000 appartient à l'OL. Et l'OL, je le mets entre deux parce que c'est assez difficile à classer. On a parlé tout à l'heure, alors je sais qu'il y en a plein qui vont écouter, qui sont de la génération OL, qui vont dire mais comment il peut dire ça ? Il a manqué un peu pour moi cette émotion, on en a parlé tout à l'heure. C'était un club clinique, donc là je parle vraiment des sentiments qui m'a inspiré, c'est-à-dire qu'un club très fort, qui a fait le job, qui a fait les choses parfaitement de A à Z, sauf évidemment sur la Coupe d'Europe, et c'est là aussi que la différence se fait à mes yeux. Ça a été certainement le plus difficile pour moi à faire depuis le début de ce podcast, très honnêtement. Et donc j'ai fait avec le cœur, hein. Je vais pas y aller par 4 chemins. J'ai clairement classé l'Olympique Lyonnais en numéro 1 par rapport à mes souvenirs personnels, par rapport à ce que mon cœur m'a dit. Non, surtout pour un aspect plus objectif, c'est vraiment le 7 à la suite qui m'a marqué, que je trouve vraiment très très fort. On a déjà comparé avec les autres grands clubs européens, avec ce que fait Paris actuellement. Et puis avec quand même ces très belles histoires en Ligue des Champions. Est-ce que je valorise trop la Ligue des Champions parce que ça m'a fait vivre des émotions assez folles? Certainement, mais je trouve que ces soirées dingues contre le Real Madrid, contre bien d'autres encore, ont vraiment marqué quand même le foot français et ont vraiment façonné l'image de l'OL à l'étranger. Ensuite, je mets l'OM en deuxième position parce que la victoire en Ligue des Champions, c'est au-dessus de tout, globalement. Évidemment que cette fin en catastrophe, ça vient ternir le bilan, mais je trouve que cette aventure relativement courte a été été complètement folle, quoi. Donc et même en ayant peu ou pas suivi cet OM-là, parce que j'étais petit voire pas né, cet OM-là est très marquant pour moi, donc ça veut dire quelque chose de l'empreinte de ce club et de cette période en particulier sur le foot français. Et puis le PSG arrive là par la force des choses, aussi parce que finalement cette dynastie-là n'est pas encore terminée. Alors quand est-ce qu'elle va se terminer? Est-ce qu'on parlera d'une dynastie différente dans 10 ans, enfin de 2 dynasties distinctes si Paris fait un gros renouvellement cet été, peut-être. Mais il n'y a pas le côté entrepreneur français. Il y a beaucoup de tâches aussi dans l'aventure en Ligue des Champions. J'oublie quand même pas qu'il a mis beaucoup de lumière sur le championnat de France, qu'on a beaucoup de joueurs, de grandes stars en France et que ça va au-delà des droits télé. C'est tout simplement comment nous on peut rêver en termes en tant que supporter, même si je sais que Maxime, tu as tendance à appeler ça Disneyland en parlant du PSG. Mais globalement, voilà, on a quand même pas mal de raisons de se réjouir grâce au PSG aujourd'hui en Ligue 1. Pour mon classement, je vais mettre l'OM en 1 parce que l'OM de Tapie, ça reste cet OM de la première Ligue des Champions. C'est un club c'est une dynastie qui s'est construite ultra rapidement. C'est mine de rien quelque chose qui a en effet façonné le football français bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Nous, avec notre œil de vingtenaire ou trentenaire, voilà, c'est vraiment un plafond de verre qui a fait exploser l'OM à ce moment-là. Et c'est la récompense d'une conviction forte d'un homme. Et ça, je trouve ça très beau, même si ça avait ses excès et ses défauts. Puis je trouve que l'OM, Tapie, il y a toute une mythologie autour de cette équipe et de cette génération qui fait que je trouve ça très fort et que je le mets en 1. En 2, je vais mettre l'OL parce que je valorise la construction sur le long terme
qu'a réussi à faire Aulas. Et en effet, comme l'a dit Arthur, les 7 titres, c'est trop fort en fait. On s'en rend compte maintenant avec Paris. Je pense qu'à l'époque, il y avait une certaine défiance envers l'OL parce qu'on se disait on en a marre de les voir gagner le titre tous les ans. Mais maintenant, on se rend compte de ce que ça signifiait d'arriver à gagner 7 titres de suite. Et donc ouais, en troisième, le PSG, en tout cas le PSG de QSI, parce que c'est peut-être mon côté supporter parisien déçu, mais beaucoup trop de frustration par rapport à tout ce qui s'est passé. Je pense qu'en fait, on aurait fait le même débat il y a 5 ans, au moment du départ de Laurent Blanc, peut-être. Il y a un moyen que j'aurais mis Paris peut-être à une autre place dans le podium. Mais là, en fait, les 5 dernières années ont fait tellement de mal, je trouve, à l'héritage, malgré le fait qu'il y ait cette finale en 2020, cette finale de Ligue des Champions avec le Final 8. Mais voilà, je trouve que ça part tellement dans tous les sens, il n'y a plus du tout de construction cohérente et voilà, c'est vraiment un foot qui m'inspire peu de choses et où je ne trouve pas vraiment de plaisir en fait, au-delà du peu de plaisir qu'on a pris sur le terrain cette saison. En fait, il y a une forme de lassitude et de fatigue par rapport à tout le projet QSI qui fait que bah ouais, il y a une vraie déception et presque du désintérêt, du désamour maintenant. Bon, on arrive au bout de cet épisode, de ce long épisode qui a été très riche. On aurait pu faire facilement le double, je pense. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a même pas parlé de jeu pur et dur quand j'y repense. Donc bref, on aura peut-être l'occasion d'en reparler de ces 3 dynasties. En tout cas, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous donner vos avis. Il me reste à remercier Maxime, à remercier Geoffrey. Merci messieurs, merci Maxime d'avoir été avec nous. Merci à vous les gars. Et Merci, c'est un plaisir. On se retrouve là une prochaine fois avec grand plaisir. Continuez de nous écouter et puis on se retrouve dans une semaine, amis auditeurs, dans 2 semaines, pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut tout le monde. Salut.